Voilà, bonjour. Eh bien, c'est parti avec un petit peu de retard, mais c'est parti quand même. Bonjour à tous. Si vous êtes à table, eh bien, ne bougez pas. Restez bien devant votre téléviseur. Ne vous trompez pas entre le couteau et la fourchette. Bonjour Céline. Bonjour Dani, quelle idée, non? Pourquoi on se tromperait entre le couteau Ça et peut la arriver, fourchette? ça peut arriver. En tout cas, aujourd'hui, eh bien, on va recevoir un universitaire, M. Georges Calix, qui est déjà avec nous. Bonjour. Bonjour. On va recevoir aussi M. Alex Génas, qui parlera du patrimoine, puisque vous savez que cette semaine, en fin de semaine, c'est la semaine du patrimoine. On parlera aussi d'emploi avec deux personnes qui viennent parler justement de la question de l'emploi. On recevra Catherine Nordé de Orange, qui parlera de ce concours lancé pour les femmes d'Ubud. Et comme chaque mercredi, ce sera le retour de la séquence culturelle, ce qu'on appelle la culture vue par Martine Fazer, qui sera avec nous en fin d'édition. Sinon, Céline, très rapidement, les titres de ce journal avant qu'on aborde des questions très politiques avec M. Georges Calixte. Dans les titres de ce mercredi, une qualité de l'air dégradée. Aujourd'hui sur notre archipel, on va voir les images. Guader a activé le niveau orange de pollution, résultat de la présence de brumes de sable, mais aussi de particules fines induites par l'activité humaine et industrielle. Et justement, cette dégradation de la qualité de l'air est d'autant plus difficile à supporter pour les personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Le CCAS de Petit-Bourg organise toute la journée aujourd'hui une opération de sensibilisation. Et puis la tournée de l'équipe de France de judo se poursuit aux Antilles et en Guadeloupe chez nous. Depuis lundi, ce matin, les athlètes ont pris un bain de foule à Milénis dans le cadre du salon du sport, et les judokas en herbe étaient très nombreux. Danick, ils attendaient peut-être notamment leur champion Teddy Riner, mais ils n'étaient pas au rendez-vous ce matin. On verra ça tout à l'heure. Voilà, bien, merci pour ces titres sur l'actualité qu'on va retrouver dans un instant. Et je disais tout à l'heure en introduction qu'on recevait un universitaire, M. Georges Calix, bien connu pour ses analyses politiques. Georges Calix, je vous invite parce que nous sommes dans une période préélectorale, ça s'agite beaucoup. À droite, à gauche, au milieu, au centre, justement au centre. L'UDI est en pleine tourmente, puisque d'un côté, Mme Panchard et M. Molinier ont choisi un camp qui n'est pas celui de M. Bernier, qui a été investi pratiquement par l'UDI et par Sarkozy hier. Quelle est votre analyse un peu de cette situation globale politiquement aujourd'hui en Guadeloupe à la veille de ces échéances? Alors, à la veille d'une échéance, il y a deux étapes qui sont nécessaires. Il y a l'étape d'identification des partis et il y a l'étape de participation des électeurs. Ça fait partie de ce qu'on appelle le rituel électoral. Ce n'est pas surprenant que la droite, comme le Parti communiste d'ailleurs, décide de faire une liste, puisque si tel n'est pas le cas, ça voudrait donc dire qu'il se prive de la capacité que laisse le législateur de s'identifier en tant que force de proposition. De même qu'il n'est pas non plus souhaitable qu'il y ait peu de listes dans la mesure où ça affaiblit la richesse du débat politique. En fait, ce que vous venez d'évoquer, c'est que concernant un parti en particulier, en tout cas l'obédience de droite, il se trouve que les acteurs politiques doivent s'appuyer sur un appareil. Or, la droite locale, s'il y a une solidarité organique, c'est-à-dire que certains se disent de droite, il n'y a pas un appareil qui assure une cohésion et une solidarité mécanique où, par rapport à des objectifs électoraux bien précis, tout le monde serait rassemblé et où les énergies seraient fédérées. Donc c'est la raison pour laquelle on voit une partie de la droite aller d'ores et déjà soutenir un candidat pressenti et l'autre partie de la droite rentrer dans cette logique d'identification. Alors quand on décrypte un peu la situation politique et le paysage politique guadeloupéen, est-ce qu'on peut qualifier M. Chalus de droite ou de rassembleur finalement? Alors déjà, les sondages ont bien montré, aussi bien le sondage Ipsos que plus récemment Calistat, ces deux sondages ont bien montré que le jugement politique ne s'appuie plus sur des aspects idéologiques. Oui. Avant, on était de droite, on était de gauche. Le jugement politique s'appuie davantage sur les rapports de proximité, c'est-à-dire qu'on apprécie un élu politique par bien sûr son équation personnelle, mais également par sa capacité redistributive à pouvoir satisfaire un certain nombre d'attentes souvent immédiates, individuelles, pour ne pas dire individualistes, qui sont les nôtres. Et c'est comme cela qu'un élu politique progressivement
gagne en légitimité politique. Mais par rapport, si vous voulez, à la question relative à Richalus, ça rentre effectivement dans cette logique. Oui. En termes d'électorat, par exemple, est-ce que la droite, dont on parlait tout à l'heure, peut compter sur les déçus de la gauche directement est-ce que cet électorat-là va se verser vers la droite, ou vous pensez? Alors, tout dépend de la cause de la déception. Si c'est une déception au regard de la classe politique elle-même, donc on est dans une logique de défi, de défiance. Ce qui était également mis en évidence il n'y a pas très longtemps par les différents sondages, à l'exception d'un candidat d'ailleurs qui émerge et qui semble moins l'objet de la sentence populaire, en tout cas par rapport à cette logique de défiance. Auquel cas, effectivement, ça génère surtout de l'abstention. Maintenant, si on voit votre question par rapport à une logique d'interrogation de l'électeur par rapport à la capacité de chaque acteur, là nous entrons dans un autre débat et une appréciation plus subjective. Alors, justement, on va revenir un peu sur Jacques Gillot, on peut le dire, qui a un peu échoué au dernier départemental, puisque son camp n'a pas gagné, et finalement, ça a constitué une sorte de fracture dans ce qu'on appelait autrefois le socle de la gauche. Alors, est-ce que ce socle de la gauche, aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il existe encore? Alors, il s'est recomposé. Oui. Il s'est recomposé, oui. C'est-à-dire que maintenant, il est beaucoup plus axé sur trois grandes tendances, le PPDG, le groupe SRC, le Parti socialiste et bien évidemment la frappe des abîmes. Maintenant, même si il y a cette approche très composite, je ne suis pas certain que l'on puisse dire que le Guadeloupe Unie Socialisme et Réalité a disparu. Il y a eu au départ des divergences d'appréciation, en particulier concernant l'évolution institutionnelle, sur laquelle on reviendra. On reviendra tout à l'heure. Oui, voilà, en particulier concernant d'autres aspects. Et compte tenu du fait que Guadeloupe Unie Socialisme et Réalité, dans les projections, a eu quasiment le maximum de ce qu'il pouvait avoir comme conseillers départementaux, on savait à peu près qu'avec le système du binôme, qu'il lui aurait été difficile, au regard d'une approche antérieure, d'une analyse antérieure, de dépasser les 10, 12 conseillers départementaux, ce qui correspond donc à la réalité. En fait, cette fracture n'est pas liée à un échec de Guadeloupe Unie Socialisme et Réalité. Cette fracture est la conséquence de divergences d'approche sur un certain nombre de problèmes qui ont amené par conséquent, d'un côté, Guadeloupe Unie Socialisme et Réalité à prendre du recul et à sortir du socle de gauche, et à ce que le socle de gauche soit devenu composite, mais avec d'autres acteurs que j'ai cités précédemment. Ça veut dire que Guadeloupe, le JUSR risque d'être aspiré par d'autres courants, par un autre courant, moins de gauche, on peut dire comme ça? Pas forcément, parce que pour l'instant, quand on voit le tandem Parti socialiste, frappe et PPDG, et on constate quand même que l'autre force politique qui peut contrebalancer reste quand même le GUSR. Oui. Ça, on peut l'analyser de deux manières, soit par le nombre de communes et leur importance démographique qui ont à leur tête un maire GUSR, soit par les intercommunalités qui sont contrôlées par des présidents qui sont GUSR. Donc, le GUSR reste à l'heure actuelle, à gauche en tout cas, une alternative. Et c'est la raison pour laquelle, pour qu'il n'y ait pas uniquement cette alternative entre dynamique de gauche, que la droite fait sa liste, comme le Parti communiste d'ailleurs, puisque lui, il a une approche beaucoup plus, alors je ne dis pas à l'extrême, mais qui, si vous voulez, reste quand même... Un démarquage, oui, au niveau de la gauche, qui est beaucoup plus autonomiste, beaucoup plus nationaliste dans ses propos que les autres partis qui sont, eux, beaucoup plus conformistes et traditionnalistes. Et à qui devrait profiter justement ce morcellement un petit peu de feu, le socle de gauche, comme disait Danick, s'il doit profiter à quelqu'un? Alors, s'il doit profiter à quelqu'un, tout dépend des ressources, parce qu'on ne profite pas d'un éclatement ou d'une diversité, comme vous le dites, sans machine de guerre. En fait, et sans ressources particulières. Donc, en fait, on sait qu'il y a parmi les candidats, un candidat qui a une machine de guerre
qui est bien rodé, qui s'appuie, qui est composite, avec ce qui peut constituer une force et une faiblesse. Et d'un autre côté, on sait qu'il y a un candidat qui, jusqu'à présent, échappe à la logique de défiance, donc à la logique sentencieuse des électeurs. Maintenant, il ne s'agit pas simplement d'échapper à la logique sentencieuse des électeurs. Il faut soi-même avoir également une machine de guerre qui soit en mesure de générer justement ces électeurs. Et on se trouve, si vous voulez, à l'heure actuelle dans cette situation où en fait, eh bien, celui qui bénéficiera de l'éclatement de l'échiquier politique sera celui dont la machine de guerre et la popularité sera le plus à même à être attrayant et à fédérer le besoin de légitimité politique qu'expriment les électeurs. Oui, alors à ce stade-là, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est un bon choix pour la droite, enfin pour cette partie de la droite et de l'UDI, de se retrouver avec, aujourd'hui avec Chalus, puisque vous parliez de machine de guerre, machine de guerre, machine électorale, semble-t-il, elle n'est pas dans ce camp-là, la machine. Alors, ça favorise la machine de guerre de Larry Chalus. Nous sommes bien d'accord. C'est-à-dire que la droite elle-même a une machine de guerre dont on connaît les difficultés, je vous dis, puisque actuellement elle a un peu la droite... la machine, on peut dire. Écoutez, elle est en tout cas au stade où la solidarité mécanique ne fonctionne pas. Oui. Par contre, c'est vrai qu'une partie de la droite qui va soutenir, qui s'est prononcé d'ailleurs très clairement pour le soutien à Richalus, ça ne fait que renforcer la machine de guerre d'Arichalus. Mais n'oublions pas qu'une machine de guerre, aussi bien d'ailleurs pour Victorin Lurel ou Arichalus, n'est efficiente qu'à condition de pouvoir maintenir sa cohésion. Oui. Là, on est dans une logique de système. Oui. Quel que soit ce qui se produit sur un élément du système, ça a des répercussions qui peuvent être positives ou négatives, dans le sens où ça renforce les liens du système, ou ça peut au contraire tout simplement les affaiblir. Oui. Et un candidat, si à quelques semaines des élections, voit sa machine de guerre, soit par des désistements, soit par des incompréhensions, soit par des frustrations, parce que n'oublions pas que dans les élections régionales, il y a une hiérarchie, tout à fait. Que cette hiérarchie est d'autant plus difficile qu'il y a la parité, et que par conséquent, il y a manifestement des gens qui voudraient être à des positions et qui ne le sont pas. Eh bien, écoutez, ce sont des éléments qui contribuent à faire qu'une machine de guerre peut se gripper et par conséquent se retourner à la limite contre un candidat au tout dernier moment. Perfect. Mais ça, on le saura la dernière semaine de novembre. Ça, probablement. Autre fait, alors, quand je vous écoute, et je reviens sur ce que vous disiez au début de votre intervention, sur la question de la participation aux élections. Quand on regarde un peu la courbe de participation depuis quelques années, on a quand même le sentiment qu'il y a un effritement de l'électorat, ou bien les gens ne participent pas réellement, ou alors il y a beaucoup de bulletins nuls. Est-ce que ça veut dire, au regard de ce qu'on sait des sondages sur la crédibilité de la classe politique guadeloupéenne aujourd'hui, qu'il y a un souci, il y a une fracture qui s'élargit? Oui, qui s'élargit entre l'électorat et la classe politique. Oui. Parfaitement, non seulement elle s'élargit, mais à certains moments, elle va dans des logiques de défiance. Oui. C'est la raison pour laquelle, parfois, certains candidats qui sont atypiques, ou d'autres candidats qui ont des propos extrémistes se voient crédités d'un suffrage qui oblige d'ailleurs certains élus à un deuxième tour. Alors on peut prendre des cas de figures historiques. Hein. Rappelez-vous que Ibo Simon avait contraint Henri Mangou à un deuxième tour. Bien, écoutez, Cédric Cornet, qui a un langage, même si entre-temps il s'est assagi de rentrer dans le sérail, a quand même, si vous voulez, mis Jacques Gillot, l'a contraint à un deuxième tour, sachant que ce deuxième tour est surtout déterminé par le fait qu'il y avait la fameuse règle des 25%. Mais il n'empêche que pour l'instant, on est dans cette situation où chacun se positionne et où effectivement l'électorat, quand il ne comprend pas une situation, eh bien, il a tendance à vouloir privilégier les extrêmes, mais beaucoup plus comme alerte que comme reconnaissance d'une véritable opposition. Parce que prenez un certain nombre de candidats typiques ou un certain nombre de jeunes, quand on voit entre-temps ce qu'ils sont devenus, très peu sont devenus de véritables opposants
par rapport à l'exécutif actuel. On peut prendre le cas de Capesterre Bello, bon, on ne va pas nommer de nom, y compris de Gouzier. Et donc ça veut dire que l'électorat fait bien la différence entre celui qu'il propulse en tant que candidat d'alerte de celui à qui il va confier la responsabilité politique. Ça a toujours été comme ça en Guadeloupe. Ça a toujours été comme ça en Guadeloupe. Et vous voyez bien que les responsables syndicaux même en font les frais, puisqu'ils sont très prisés. Il y a des leaders syndicaux qui sont très prisés dans leur syndicat. Une fois qu'ils se présentent aux élections, ça ne passe pas. Pour l'instant, je ne connais pas qui ont franchi le cap des 5%. Effectivement, en politique, on dit souvent s'opposer pour se poser au candidat le plus visible. Mais pourquoi justement, en fait, on n'arrive pas à avoir d'autres contre-pouvoirs politiques émerger véritablement dans l'analyse? Pourquoi ça s'essouffle Alors, ça ne s'essouffle pas. C'est que le législateur cadre les conditions de l'émergence politique. Et parallèlement, les critères de légitimité politique sont détenus par l'électorat. Ça veut donc dire que s'il n'y a pas la conjonction de ces deux facteurs, il faut le reconnaître, est quand même favorable à un certain conservatisme. Alors, même si on a vu qu'à la Guadeloupe, aussi bien pour les élections municipales que pour les élections départementales, il y a un début d'émergence d'une classe politique, parce qu'il y a eu un renouvellement important, y compris au niveau des départementales, où d'ailleurs le Parti communiste ou alors certaines représentations ont complètement disparu. Mais il n'empêche que ce cadre juridique qui existe, ainsi que les critères du jugement politique qui restent cependant relativement conservateurs, tout simplement parce que l'électorat, lui, ne veut pas confier la responsabilité politique à quelqu'un qui serait générateur d'incertitude, il veut de la certitude par rapport à l'avenir. Eh bien, la conjonction de ces deux facteurs fait qu'il est difficile de révolutionner ou bien de modifier considérablement l'existant. Alors, après les dernières élections de renouvellement du Conseil général, devenu Conseil départemental, on a eu le sentiment, du fait de la victoire de Mme Borel de l'Incertain, qu'on avait en Guadeloupe une collectivité unique, sans le dire. Officieusement, disons, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la synergie fonctionne assez bien entre les deux collectivités, ce qui n'était pas toujours le cas de l'autre côté. Alors, est-ce que ces élections régionales qui arrivent au mois de décembre en Guadeloupe, on parlera de la Martinique tout à l'heure, vont consacrer une ouverture, une possibilité vers cette collectivité unique que l'URL avait beaucoup refusée jusqu'ici? Est-ce que vous le pensez en tout cas? Alors, j'ai eu l'occasion dans la presse d'écrire sur cet aspect-là. Et j'avais dit, même si ça a déplu à certains, qu'il y avait de fait une assemblée unique, puisque la même dynamique s'installait. Alors, tant mieux quand ceux qui sont là s'entendent, mais tant pis si à un moment donné, il advenait qu'il puisse y avoir des divergences d'appréciation, d'une part. D'autre part, concernant les élections régionales à venir, elle se déroule dans un autre contexte. Nous sommes dans le cadre de la loi Noutré, nouvelle organisation territoriale de la République, qui a été votée en août 2015, donc c'est tout à fait récent, et qui confère à la région des compétences qui sont très largement élargies. Non seulement très largement élargie. Presque de l'autonomie, vous allez dire. Alors, non seulement c'est de l'autonomie, mais ça rend la région extrêmement puissante par rapport aux autres collectivités. Et même si la Constitution ne veut pas qu'il y ait de hiérarchie d'une collectivité sur l'autre, de droit, mais de fait, on est bien d'accord, il n'y a qu'à voir maintenant, très peu de communes peuvent réaliser certains investissements sans l'aide de la région. Donc, on va vers une région hyper puissante, avec beaucoup de compétences. Et la France elle-même est entrée dans un processus de fusion de ces institutions, puisque les régions fusionnent, les intercommunalités... Qui commence à prendre effet. Entre autres, la loi Balladur, effectivement, Balladur et le projet, on Attali étaient tous les deux d'accord sur cet aspect-là, nous sommes bien d'accord. La droite, d'ailleurs, rappelez-vous, le 16 décembre 2010, avait déjà voté justement ce processus de fusion. Et non seulement il y a un processus de fusion, mais maintenant, on va entrer dans ce qu'on appelle la suppression de la clause générale de compétences. Alors, un exemple. Quand vous analysez le recueil des actes administratifs du département,
On voit que le département aide les agriculteurs. Oui. En même temps, la région aide les agriculteurs qui ont plus de 40 ans. Voilà. Maintenant, ce ne sera plus possible, sinon le département pourra toujours dire qu'il aide les agriculteurs, mais qu'il faut qu'il signe une convention d'exercice concerté avec le conseil régional. Alors tout ça pour répondre à votre question et vous dire qu'à terme, maintenir le conseil départemental et le conseil régional deviendra anachronique. Tout à fait. En contradiction avec l'évolution institutionnelle, en contradiction avec la notion de région ultra-périphérique, parce que c'est la région qui de toute façon gère les fonds européens, mais nos autres DEFA, Martinique, Guadeloupe, ont compris cette nécessité, et je pense qu'à terme, quel que soit le futur président du conseil régional, il devrait y avoir un retoilettage de la conception suivant laquelle il faut garder le statu quo, évoluer très rapidement vers une fusion des institutions pour des simples raisons de mutualisation des moyens et de rationalisation de la vie administrative locale. Alors, autrement dit, les Martiniquais et les Guyanais ont pris un tout petit peu d'avance concrètement et sur le terrain sur ce qui se passe en Guadeloupe. Alors, ils ont pris de l'avance par rapport à leurs problématiques propres, en ce sens qu'ils ont mieux que nous anticipé ce processus de fusion. Voilà, et n'oublions pas que qui dit processus de fusion dit quand même un certain temps pour s'adapter et puis mutualiser les moyens. Mais la Guadeloupe a préféré rester dans cette situation de statu quo, même si dans les nombreuses conférences que je fais, je me souviens quand il y a eu les États généraux de l'Outre-mer, rappelez-vous, en 2009, oui. Quand on posait la question de l'évolution institutionnelle et de la fusion, mais la population y voyait quasiment la disparition des minima sociaux, oui, enfin la fin de tout. Oui. Maintenant, les choses ont beaucoup évolué. Je fais régulièrement ces conférences et plusieurs personnes me posent en tout cas le problème de la fusion en des termes plus apaisés, moins inquiétés qu'il y a 5 ans. Donc ça veut dire qu'à mon avis, la population progressivement admet et que c'est une nécessité que de fusionner nos institutions. Et selon vous, pour cette échéance, pour les élections régionales qui arrivent, sur quels enjeux en fait véritablement risque de se jouer l'élection? Est-ce que l'électeur va penser aux côtés justement ces problématiques institutionnelles? Est-ce que quelle est la logique en fait de vote en général sur ces Alors la logique de vote est liée aux thématiques qui sont les plus inquiétantes par rapport au contexte. L'eau, les transports, oui. Ces problématiques les déchets. de non, mais écoutez, ça, ce sont des problématiques de proximité qui deviennent incontournables, d'autant plus que la loi NOTRe donne aux collectivités des compétences en matière de transport, en matière d'eau, dans le domaine de la gestion des déchets, nous sommes bien d'accord là-dessus. Donc, ce sera, si vous voulez, autour de ces enjeux, et l'électorat triera en fonction de celui qu'il pense être le plus à même à satisfaire. Ce sont des enjeux, on peut dire, de proximité réelle pour l'électeur lambda? Oui, c'est des enjeux de proximité réelle, parce que, écoutez, le problème de l'eau, c'est monsieur tout le monde. Oui, tout le monde est concerné. Voilà, le problème des transports qui ne passent pas à l'heure, qui sont mal organisés. Voilà, le problème de la gestion des déchets, le problème de la délinquance, le problème de la violence. Ça, maintenant, ce sont des thématiques qui sont tout à fait d'actualité et qui, de toute façon, ne pourront pas échapper aux programmes qui seront présentés, même si les programmes ne sont pas forcément le critère essentiel par rapport auquel l'électorat juge. Et globalement, avant de conclure cette première partie, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu, parce que sous ce fait, on parle pratiquement d'une sorte de bipolarisation de ce combat électoral. On est Chalus ou on est Lurel, alors qu'il y a d'autres listes, je n'ose pas les dire des petites listes, mais le PCJ, on en a parlé, l'UPLG arrive, on a entendu Combat ouvrier, on a entendu aussi le CIPA, et probablement, bien sûr, une liste de la droite. Vous me disiez tout à l'heure que plus il y aurait peut-être de listes, plus ça favoriserait le débat démocratique, mais est-ce que finalement, on ne va pas quand même vers une sorte de bipolarisation? Alors, la bipolarisation, elle est de fait, par le fait que, compte tenu des appuis et des soutiens, particulièrement au niveau des municipalités, et d'une certaine popularité, il est certain que là maintenant, c'est
objectivement les données liées au nombre de maires et aux communes qui sont les plus du plus grand seuil démographique qui déterminent cette bipolarisation. On ne peut pas y échapper. Maintenant, dans le cas de la richesse du débat, ce n'est pas surprenant qu'il y ait d'autres petites listes, mais n'oublions pas que c'est conforme à l'esprit du législateur qui a voulu quand même que le maximum de listes se propose, mais qui a quand même mis la barre des 5%. Oui. Ça veut donc dire que de toute façon, tout le monde peut participer au débat, mais dans le processus de décision finale, seuls ceux qui auront 5%, en tout cas franchir la barre des 5%, pourront rentrer dans un processus de fusion d'accord politique. Non, alors je pose la question, on peut l'affiner un peu. Ça signifie que des listes comme l'UPLG, par exemple, nationaliste, le PCG qui est à peu près sur la même longueur d'onde, et le CIPA, tous ces gens-là veulent se regrouper au deuxième tour, ça c'est évident. Alors, et vers qui? À condition d'avoir 5%. D'avoir 5%. Et c'est pas évident pour vous. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Regardez les différents résultats, en tout cas des 2 dernières élections régionales, c'est pas gagné parce que c'est 5% chaque liste. Oui. Voilà, la fusion ne peut intervenir que dans le deuxième tour. Oui, d'accord. Voilà, et chaque liste doit au moins, pour pouvoir prétendre à la fusion, avoir les 5%. Et c'est toute la difficulté où, je vous dis, le législateur a voulu favoriser le débat, mais en même temps, au moment du vote, créer les conditions pour qu'il y ait une plus grande lisibilité et éviter un trop grand dispatching. Et d'ailleurs, cette bipolarisation se retrouve aussi en Martinique, où on voit, il y a d'un côté Letchimy. Lui, il est opposé à un camp nationaliste, patriotique, comme on dit là-bas. Oui, le parti. Les choses sont beaucoup plus claires, voilà, peut-être. Le PPM, oui, tout à fait. Ou le MIM. Le MIM contre le PPM, les choses sont beaucoup plus claires politiquement pour le Martiniquais, parce que quand même, il y a eu 12 années de. Mais il y aura également d'autres petites listes. Oui, combat ouvrier, je sais. Combat ouvrier, donc il y aura d'autres petites listes. Des femmes aussi qu'on a reçues ici. Tout à fait. On aura l'occasion d'y revenir. Mais voilà, on va s'arrêter là provisoirement avec M. Calix. On va retrouver les premiers titres du journal avec Céline, et puis on prend la pause de pub et on continue tout à l'heure. Inspiré profondément, nous allons parler qualité de l'air. Une fois de plus, la Guadeloupe suffoque un petit peu en ce moment. On cause bien sûr ces brumes de sable, mais aussi les particules fines qui viennent de l'activité humaine et industrielle. On fait le point avec un reportage signé Yanis Péquignot et Carole Beaubrand. Ils se sont rendus à Guader ce matin. Les particules fines sont des particules d'origine très diverses qui proviennent de l'activité humaine. Donc, par exemple, les émissions des pots d'échappement, donc du trafic routier, mais également qui sont aussi également d'origine naturelle. Donc, en Guadeloupe, on est essentiellement concerné par les particules d'origine désertique, les poussières d'origine désertique. Pourquoi c'est dangereux pour la santé? Parce qu'effectivement, elles sont de faible diamètre et pénètrent facilement dans l'organisme et provoquent donc des gènes respiratoires ou des gènes oculaires. Surtout pour les personnes vulnérables telles que les femmes enceintes, les nourrissons ou personnes âgées et les personnes sensibles telles que les personnes asthmatiques. Guader communique sur un indice, l'indice ATMO. Il est calculé en fonction des concentrations de 4 polluants, le dioxyde de soufre, l'ozone et le dioxyde d'azote, ainsi que des particules fines de diamètre inférieur à 10 micromètres, donc les PM10. En fonction des concentrations relevées pour chacun de ces polluants, on définit un sous-indice. Ce sous-indice correspond à une qualité qui est soit bonne, médiocre ou moyenne. Le ministère de l'Écologie et de l'Environnement a défini des zones administratives de surveillance. En Guadeloupe, on distingue 2 zones. Donc la zone urbaine régionale, qui est composée de 6 communes, donc Petit-Bourg, le Bémao, Lamentin, Pointe-à-Pitre, les Abîmes et le Gosier. Et donc le reste des communes qui constituent la zone régionale, dépendance comprise. Voilà, et justement, cette dégradation de la qualité de l'air est d'autant plus difficile à supporter pour les personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Le CCAS de Petit-Bourg organise aujourd'hui toute la journée une journée d'information avec des experts qui seront là pour répondre aux questions du public. Ce matin, ce sont les scolaires qui se sont rendus sur place. Voyons ce reportage, il est signé Charlie Dagonia. La MFR de Bémao existe en 1992. Nous avons la Fédération des maisons familiales
il y a plusieurs maisons familiales en Guadeloupe. Nous nous sommes installés à Bémao depuis 8 ans, mais nous existons depuis 92 et nous formons des jeunes, justement, des élèves au bac pro. Nous avons 2 bacs pro professionnels en ce moment, le bac pro conseil-vente, tout ce qui est en relation avec le commerce, et le bac pro SAPAT, service aux personnes au territoire, axé sur le développement du territoire, justement. Et chaque année, nous envoyons des élèves au bac. Notre taux de réussite tourne autour de 85% de réussite. Le système de formation que nous proposons depuis tantôt, c'est l'alternance. L'alternance pour nous existe depuis à l'origine, hein, puisque pour nous, il y a 2 temps de formation. Formation en centre à la MFR, certes, mais des formations en entreprise. Pour nous, ces 2 lieux de formation doivent se rapprocher, puisque depuis tantôt, il est dit au niveau des entreprises qu'il y a un déphasage, un décalage entre ce qu'on propose aux jeunes à l'école et en entreprise. Nous, très tôt, on les met en situation professionnelle. Donc, ils sont très souvent en entreprise, très tôt, ce qui fait qu'à l'issue des formations qu'ils passent, soit CAP, soit Bac Pro, ou plus maintenant, ils sont prêts à l'emploi. Pour nous, c'est une formation importante. L'approche pédagogique alternée très tôt, entreprise, école. Les modules que nous dispensons dans le BTSA DATR, ce sont des modules de base, les modules généraux que l'on retrouve un peu partout, le français, l'anglais, les mathématiques. Mais surtout, nous avons des modules professionnels. Alors, concernant le BTS DATR, c'est une formation qui est vraiment en relation avec le territoire. Cela veut dire que les entreprises prioritaires qui pourraient recevoir les jeunes, ce seraient les collectivités, les mairies et les associations en relation avec le développement du territoire. Ce sont des jeunes qui sont amenés à écrire, à proposer des projets. Alors c'est pour ça que nous avons des modules professionnels axés sur le territoire. L'éducatif est important pour nous. Quand on arrive à accompagner un jeune pour que éducativement qu'il s'accepte, qu'il comprenne ce pourquoi il est scolarisé, MFR ou ailleurs, avec le parent, avec son représentant parental, on recrée le lien pour que le jeune fasse des efforts. Et c'est vrai que les jeunes qui arrivent chez nous souvent démotivés, ils ne savent plus quoi faire, après X années passées au collège, voire au lycée, ils sont démotivés. Nous, les 3 mois qui suivent la formation, on accentue beaucoup sur le côté éducatif pour que le jeune comprenne ce pourquoi il est là. Il n'est pas là pour passer du temps, pour perdre du temps, mais il est là pour préparer son avenir. L'avenir, c'est lui qui va le faire avec nous, professionnels. Voilà, il y a une petite erreur dans les sujets. Vous avez pu constater qu'il ne s'agissait pas du sujet sur l'insuffisance cardiaque, mais de la maison familiale et rurale, la MFR de Bémao, qui propose un BTS agricole et qui a fait sa rentrée hier. L'association est l'une des seules en Guadeloupe à proposer cette formation de développement de projets dans le secteur agricole. Voilà, le sujet était signé Nicolas Hachi. On retrouvera tout à l'heure notre reportage sur l'insuffisance cardiaque. On continue avec notre invité. Alors, juste une question avant de libérer M. Calix. Alors, dans le débat jusqu'ici, enfin, si débat il y a, on a quand même le sentiment d'une grande absence, de la question Caraïbe. On n'entend pas Chalus, on n'entend pas Lurel sur ces questions-là, et peut-être moins l'électorat. Est-ce à dire que, j'aime pas tellement utiliser ce mot, dire que la Guadeloupe s'intègre dans la Caraïbe, puisque nous sommes caribéens réellement, mais est-ce que ça signifie qu'en Guadeloupe, la question de la Caraïbe, elle est évaporée, on n'en parle pas, on est plus européen que caribéen? Alors il faut apprécier la réponse à votre question à travers nos partenariats d'échange. N'oublions pas que 90% de ce que nous consommons, nous l'importons et que la France constitue quand même 60% de la zone d'importation. Même plus, hein, j'ai l'impression. Après, c'est avec la Martinique et ensuite avec, y compris avec les États-Unis. Ça veut donc dire que si vous voulez, c'est pas qu'on ne parle pas de la Caraïbe, c'est que la Caraïbe, pour l'instant, dans le cadre de nos échanges, reste relativement marginal. Alors, il y a une volonté de faire progresser ces échanges, mais n'oublions pas, et c'est le deuxième aspect sur lequel je voulais venir avec vous, c'est que dans le cadre des accords de partenariat économique, les APE, qu'il y a un problème de taxes douanières
qui gêne, en tout cas qui empoisonne en grande partie les rapports entre les États. Nous avons les fameuses negative lists. Tout à fait. Et pour l'instant, elles nous créent problème puisqu'il y a une taxe vis-à-vis des produits qui sortent de notre territoire et qui Alors que l'inverse n'est pas vrai. Mais tout simplement parce que nous, il y a des accords entre l'Europe et la Caraïbe, tout à fait, et que ces APE laissent une relative liberté d'entrée. Oui. En fait, nous sommes un territoire européen, entre guillemets, c'est ça. Oui, mais nous sommes un territoire européen avec ses spécificités. Au regard des Caribéens. Oui. Mais quand même, avec des échanges qui leur sont favorables, puisque leurs produits rentrent plus facilement que les nôtres sur notre territoire que les autres. Et puis le deuxième problème, je crois, pour lequel ça ne figure pas dans le débat, c'est que tout simplement les hommes politiques à l'heure actuelle, l'électorat même, ne voit pas l'intégration dans la Caraïbe comme étant, à tort d'ailleurs, un instrument stratégique de développement. Voilà, ça reste toujours sur la vieille assimilation, alors pas coloniale, puisque, mais enfin, le vieux stéréotype suivant lequel, eh bien, il n'y a pas d'évolution possible, si ce n'est à l'intérieur des relations qu'on peut avoir avec la France, et y compris des relations de dépendance. Alors pour conclure ce que vous dites, et je vous remercie d'être venu, j'apprends tout de suite que le président du Venezuela, Nicolás Maduro, sera ce week-end à la Dominique. Oui. Et il a proposé de construire 300 hébergements, 300 maisons pour les Dominicains qui ont subi le cyclone. Je ne sais pas quand est-ce qu'on verra un président du Venezuela en Guadeloupe venir signer un accord Petro-Caribé ici, mais enfin, on peut toujours rêver. Merci en tout cas. Oui, en tout cas, et vous avez vu que la Guadeloupe a pourtant participé, puisque l'aéroport qui était la pièce maîtresse, ben, c'est une équipe de Guadeloupe, en tout cas, c'est la Guadeloupe qui a participé. Tout à fait. Voilà, je vous remercie, monsieur Calix, d'être venu ici décrypter un peu cette situation politique. On aura l'occasion de vous retrouver d'un de ces lundis, puisque la campagne électorale s'ouvre et on aura besoin souvent de vos éclaircissements, de vos éclairages. C'est l'heure de la pub. On vous remercie et puis à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Ok, je reviens. Bon, ben... Voilà, retour donc sur le plateau du ZCL, deuxième partie déjà avec Céline, mais surtout avec Catherine Nordé de Orange. Bonjour. Bonjour. Alors, Catherine, on ne vous voit pas souvent, mais enfin, on est toujours content de vous revoir. Vous n'êtes pas en Orange aujourd'hui. Merci. Alors, vous allez nous parler d'un concours que vous avez lancé, c'est ça, hein? Oui, nous avons lancé un concours avec la Fondation Orange et l'association Femmes d'Ubud, située en Martinique. Ce concours s'appelle le prix Orange et Elle au pluriel. C'est un concours en fait qui reflète la volonté d'Orange et de sa fondation de soutenir des projets novateurs qui visent à faire connaître des projets de créatrices d'entreprises. Alors au niveau géographique, ça touche la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Donc c'est un concours interrégional, j'allais le préciser, Guadeloupe, Martinique et Guyane, pour les Antilles-Guyane, à destination, donc, comme je vous l'ai dit, des femmes des Antilles-Guyane. Et l'association Femmes d'Ubud et la Fondation donc, ont choisi de co-organiser la première édition du prix Orange et Elle et la première saison de l'Académie Orange et Elle. Alors, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste. Aussi, voilà, c'est un accompagnement sur la durée pour permettre justement une pérennité des projets et une concrétisation surtout de ces projets. Il se déroule donc du 2 septembre, lancé depuis le 2 septembre, fin des inscriptions le 5 octobre et clôture du concours le 30 janvier. À travers un pitch final où les 6 finalistes vont donc pitcher leur projet. Une lauréate ressortira de tout cela. Elle recevra une dotation de 6 000 €. C'est pas négligeable. Un iPad, bien sûr. C'est pas négligeable pour permettre quand même de lancer son entreprise. Un iPad et un abonnement pris en charge par Orange pendant 1 an. En plus, elle bénéficiera d'un accompagnement gratuitement de la part de Femmes d'Ubud. Voilà, un accompagnement personnalisé.
Alors au niveau du dossier, comment je fais pour concrètement, moi si j'ai envie de participer au concours, comment ça se passe un petit peu? On s'inscrit sur Internet? Il faut s'inscrire sur Internet, il y a un site qui a été créé, donc www.leprixorangel.com. L'idée c'est lorsqu'on a son projet, qu'il répond à tous les critères qu'on a indiqués sur le site, on le dépose. Ensuite, nous, après le 5 octobre, un jury technique se réunira. Il sera composé de femmes et d'hommes, parce que les hommes ne sont pas totalement mais il y aura un Orange Hill, peut-être un jour. Bon, Orange se conjugue déjà au masculin, donc on n'a pas tellement besoin de faire un concours pour nos hommes. Ils sont en coalition. D'accord, il est bien noté. Voilà. Donc ce projet, c'est vraiment pour soutenir ces créatrices d'entreprises antillaises et puis créer l'école de formation pour ces futurs entrepreneurs. Donc c'est pour ça qu'il y a le prix Orangel, avec une petite phrase clé derrière. Demain, vous entendrez parler d'elle. Et l'académie, pour leur donner des ailes, justement, à ces femmes-là. Donc, l'académie qui permettra de les accompagner. C'est un concours interrégional, je vous l'ai dit, ouvert aux femmes antillaises dès 18 ans. La seule contrainte qu'il peut y avoir, indépendamment des critères de sélection, c'est le fait que ce projet doit tourner autour du numérique et du digital. Et c'est uniquement aux femmes qui sont en train de créer une entreprise ou qui ont déjà créé leur entreprise? Non, c'est un concours à destination des femmes porteuses de projets. Et créatrices d'entreprises. Voilà, celles qui ont déjà une entreprise, elles n'ont pas forcément besoin de soutien, d'accompagnement pour cela. L'idée, c'est vraiment celles qui débutent. Et pourquoi justement le digital? Parce que vous avez senti aussi du côté de la fondation chez Orange que c'était un petit peu le secteur d'avenir qui se structurait dans la région Antilles-Guyane, ou justement qu'il y avait des difficultés pour émerger pour les porteurs de projets? En fait, le digital, il est incontournable aujourd'hui. Dans une entreprise, si on veut qu'elle marche, il faut absolument qu'elle prenne le virage numérique. Numérique ou digital, tout dépend de la culture qu'on a, mais bon, l'entreprise est numérique et le dispositif est digital, donc les pratiques sont digitales. Donc l'idée, c'est vraiment, il faut que que la notion de numérique et de digital soit vraiment mise en avant et que ce soit le critère déterminant du projet. Alors, est-ce que vous avez déjà beaucoup de candidatures pour le concours? Oui, nous avons un peu plus d'une vingtaine de dossiers qui ont été déposés pour les 3 départements. Donc voilà, nous attendons un peu moins pour la Guyane. Donc appel à la Guyane, mesdames, n'hésitez pas, déposez vos projets, je suis sûre. Alors c'est vrai que le constat aussi, pourquoi j'ai choisi, j'ai proposé à Virginie Lebeau de Femmes d'Ubud de partir sur ce projet-là, parce que j'ai constaté, de par mon métier, je croise pas mal de femmes et elles se mettent des barrières. Systématiquement, elles se mettent une barrière, elles se positionnent toujours en tant que coéquipière et jamais en tant que leader. Il y en a quand même, Catherine. Non, c'est un constat que j'ai fait, Danique. Je partage plus ou moins ce constat. C'est vrai que les femmes ont tendance à se mettre elles-mêmes des barrières. Elles se mettent moins en avant que les hommes. Ça, c'est un fait. C'est les études qui le démontrent.Elles se mettent moins en avant que les hommes. Alors moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on va changer la donne à travers ce concours. Mais en tout cas, on va contribuer à aider ces 6 finalistes qui resteront après la sélection qu'on aura faite à travers les ateliers d'image de soi, de développement de charisme, leadership, etc. On va les aider vraiment à faire tomber cette barrière. C'est un concours qui va se pérenniser, qui va durer... À travers l'académie, l'idée, c'est de pérenniser le concours. Une académie, c'est une sorte d'école de formation où j'espère recevoir d'autres candidates. Et la Fondation Orange, elle est basée où? En France ou ici même? Comment ça s'organise? La Fondation Orange est basée en France, au siège du groupe Orange, en France, et moi je représente la fondation en Caraïbes. Donc ce qui se fait au national, on essaye de le décliner autant que faire se peut en Caraïbes. D'accord. Je peux poser une question personnelle, Catherine? Vous avez le droit de dire joker. Allons voir, oui, le joker. Vous lisez comment la presse? Sur votre tablette ou vous achetez du journal papier toujours? Les deux. Les deux, j'avoue, je lis beaucoup sur mon portable, qui est toujours avec moi. Donc je suis abonnée à Caraïbes Créole News. Vous êtes dans le digital, vraiment? À fond.
Mais je reste aussi très journal papier parce que j'aime bien. Voilà, je reçois mon France Antilles, je reçois le courrier, alors, je ne sais pas si tous les journaux sont digitalisés là aujourd'hui. La plupart, oui. Le courrier de Guadeloupe, Nouvelle Semaine, je ne suis pas sûre. Ils ne sont pas vraiment, ils le sont à moitié. D'accord, donc il y a des journaux que je continue, mais bon, ceux qui sont digitalisés, je les compulse sur ma tablette. D'accord, ok. Voilà. Donc ça veut dire que vous lisez Caraïbes Créole. Bien. Je lis Caraïbes Créole. Fallait le dire, mais quand même. Oui. Voilà, bien, Céline, on dit merci à Catherine. Merci. Alors, à vous. On rappelle donc ce concours, la deadline, c'est quand? La deadline, c'est le 5 octobre. Donc les femmes, déposez vos projets rapidement. Contactez le numéro ou l'email qui est sur le site si vous avez des soucis. Déposez vos dossiers jusqu'au 5 octobre. Et ensuite, voilà, on entendra parler de vous. Nous vous viendrez avec la gagnante qui peut-être sera une Guadeloupéenne. La lauréate, nous avons convenu de la mettre un petit peu en avant à travers sa création d'entreprise lorsqu'elle aura été évidemment sélectionnée. Ça fait partie du deal, on l'aidera en la mettant un peu en avant en communication dans les médias et je l'espère sur votre plateau. D'autant plus qu'on a une émission, on a une chronique spéciale... Créatrice d'entreprise non. Innovation. Innovation. Qui est un peu branchée sur le numérique et le digital. Oui. C'est tous les mardis, c'est ça, le mardi? Le mardi avec Karine Duménil. Avec Karine Duménil, donc on sera l'occasion pour elle de... L'occasion, qu'elle soit de Martinique ou de Guyane, elle viendra. Bien, on vous remercie, Catherine, et puis on vous verra un de ces jours pour parler de la CADICIF probablement. Enfin, vous, votre patron. Orange en tout cas. Orange, voilà. Avec plaisir. C'est la suite du journal avant le prochain invité. Je vous propose à présent de voir ce sujet sur l'insuffisance cardiaque que nous avons loupé tout à l'heure en quelque sorte. Ça se passe aujourd'hui, Danick, à Petit-Bourg, toute la journée. Ne me faites pas peur comme ça. Donc ça se passe au CCAS de Petit-Bourg, une journée d'information consacrée à l'insuffisance cardiaque avec des experts pour répondre à vos questions. Ce matin, c'était les scolaires qui étaient sur place. Charlie Dagonia, il s'est rendu au CCAS pour Canal 10. Voyons ces images. Cardiaque, lorsque le cœur se manifeste. Et il se manifeste, il se manifeste bruyamment, le plus souvent parce qu'il est fatigué. Il est fatigué, il travaille pour nous, il nous aime et nous on le charge. Et donc au bout d'un moment, il fait parler de lui. Parce qu'un cœur est silencieux dans la poitrine. Quand on est au repos, il est au repos. Quand on lui demande d'augmenter le débit sanguin parce qu'on fait un effort, il le fait. Il s'adapte à nos demandes. Si on est hypertendu, si on est diabétique, si on mange trop de sel, si on est sédentaire, tout ça, ça constitue des charges supplémentaires au travail du cœur. Et donc ça le force. Et quand il force, il peut grossir. Et quand il grossit, il peut être plus mou dans sa force de contraction. Parce que le cœur, c'est une pompe, c'est un muscle. Et ce muscle, donc, il se contracte, il se dilate. Et s'il y a trop de pression, trop de stress, trop d'hypertension, trop de diabète, les artères en particulier vont être encrassées, ça va lui donner trop de charge et il va se dilater. Et quand il se dilate, quand il est plus mou, ça va donner de l'essoufflement parce que la pompe ne marche plus très bien. Donc il y a une rétention d'eau dans les jambes, dans les poumons et on devient essoufflé. On est essoufflé au moindre effort. D'abord, on est essoufflé en faisant du sport, alors qu'avant, on ne l'était pas. Et puis après, on se rend compte que monter les escaliers, ça devient de plus en plus difficile. Et on finit par être essoufflé la nuit. On se réveille la nuit, on est obligé de se mettre en position assise, parce que comme il y a de l'œdème au poumon, comme réflexe, on se met assis pour diminuer l'œdème au poumon. Et comme c'est difficile de supporter l'œdème, parce qu'on a vraiment l'impression de se noyer, on appelle le SAMU, le 15, et on débarque aux urgences. Et très souvent, on fait le diagnostic d'insuffisance cardiaque de cette manière-là. Voilà, et puis sachez que ce matin se tenait à la Creole Beach au Gosier un séminaire sur la paupérisation et la désertion des centres-bourgs en Guadeloupe. Vous retrouverez notre sujet dans le journal de 18h30 ce soir. Avec vous-même.
Avec moi-même. Et avec vous, Danick, peut-être, de l'autre côté. Oui, je serai de l'autre côté. C'est la rentrée et il est toujours temps de prendre de bonnes résolutions. Si vous cherchez toujours une activité à faire cette année, sachez que le Salon du sport se tient jusqu'au 19. Ce sera vendredi à Milénis. Ce matin, l'équipe de France de judo était présente, elle aussi, dans le cadre de sa tournée Antilles-Guyane. Vous allez le voir, les athlètes ont pris un petit bain de foule avec notamment de nombreux enfants. Voyons ce reportage. Il est signé Nicolas Hachi. Depuis hier soir, au Crêpes, on a fait l'ouverture de la 6e édition. Et aujourd'hui, ce matin, on est pour le lancement du salon vraiment à Milénis. Donc pratiquement toutes les disciplines sont représentées. Ce matin, on a pu recevoir plus de 3000 enfants entre collèges et les écoles primaires. L'équipe de France de judo est ici présente. Donc ça nous a fait chaud au cœur de voir que cet engouement pour les enfants. Les enfants voulaient avoir des autographes, donc tout a été fait. Donc ça démarre bien. Jusqu'à dimanche, je pense que, comme d'habitude, ce sera un franc succès. On va retrouver des animations, on va retrouver la présence de la Ligue de judo qui va pouvoir communiquer aussi sur l'ensemble des clubs, les 34 clubs de judo qu'il y a en Guadeloupe. Et puis surtout, on va retrouver des renseignements, des informations pour que les parents, et quel que soit le territoire, la commune, puissent voir dans quelle mesure ils puissent donner à leurs enfants la possibilité de faire du judo. La ville des Abîmes est toujours preneuse dès qu'il s'agit des enfants, dès qu'il s'agit de les accompagner, de les encadrer, d'essayer de trouver une voie pour ces enfants-là. Donc la ville des Abîmes sera toujours présente, quelle que soit la discipline sportive, que l'enfant voudra faire, l'enfant voudra œuvrer. Pour nous, le sport aujourd'hui, c'est une voie, vecteur d'insertion et de réinsertion. Nous sommes quand même dans l'espace VIP et donc ça démontre bien que la force du judo avec la présence de l'équipe de France à l'ouverture de ce salon, elle est significative. Et j'espère que ça pourra majorer notre discipline parce que le but du jeu pour nous, c'est aussi de pouvoir développer et de conquérir de nouveaux licenciés. Voilà, et alors que vont s'ouvrir les 32e journées européennes du patrimoine, les 19 et 20, et bien Danick, nous recevons Monsieur Botanique. Monsieur Alex Ginaste, qui est donc au Jardin Botanique, que vous ne connaissez pas? Non, et j'ai fait un petit sondage ce matin à la rédaction de Canal 10 et personne ne connaissait ce jardin botanique, alors il est temps de le découvrir. Ils ont tort, ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils peuvent. Bonjour Monsieur Ginaste. Oui, bonjour. Alors on va commencer par le Jardin Botanique. Racontez un peu à Céline en 2 mots ce qu'est ce jardin. Faites-moi rêver. Écoutez, c'est le plus vieux jardin botanique de la Guadeloupe. Il a été créé en 1820. Il a une particularité, ce n'est pas un jardin comme on dit à la française, il n'est pas taillé au cordeau, mais il a gardé son aspect, disons, sauvage. Et c'est un peu sa particularité. Alors, c'est un poumon vert. On peut dire que pour la Guadeloupe, pour Basse-Terre, c'est un endroit où on peut se détendre, on peut se reposer, etc. Oui. Vous allez y méditer, Danick, parfois ? Souvent. On peut à la fois se reposer, méditer, mais on peut également découvrir des choses intéressantes. En particulier, le fait qu'on peut avoir des visites commentées dans ce jardin qui est très grand, qui fait plus d'1,5 hectare. Oui. Et on peut également s'instruire parce que dans ce jardin, vous trouvez ce qu'on appelle l'espace d'exposition des biodiversités insulaires. Des plantes, qui est des plantes rares. Pas seulement les plantes, c'est plutôt la biodiversité d'une manière générale. Oui. C'est un outil pédagogique pour tous les publics. Et qui a, je pense que c'est le seul outil pédagogique en Guadeloupe de cette dimension. Qui traite vraiment spécifiquement de ce problème. Oui. Parce qu'on ne se contente pas de présenter la biodiversité, on s'instruit et surtout on a un engagement citoyen. Quand on sort de là, je crois qu'on ne peut plus avoir le même regard sur la biodiversité d'une manière générale. Donc le jardin, c'est ça, c'est à la fois beaucoup d'espèces végétales qu'on peut découvrir grâce à des visites commentées, parce que nous travaillons avec une association, le CEBIG,
qui fait des visites commentées du jardin. Nous avons donc l'espace d'exposition qui est un outil pédagogique et nous avons le jardin en lui-même qui est un espace de décontraction, de repos et aussi de sérénité. Alors quel va être le programme pour ce jardin pour cette journée patrimoniale? Alors pour ce jardin, nous avons donc à la fois des visites guidées. Il est possible d'avoir des visites guidées en téléphonant à un numéro que je peux vous donner. Bien sûr. Et nous avons bien sûr l'espace d'exposition qui est ouvert en permanence, qui est gratuit, avec un animateur, moi-même, qui expose en plus de ce qui est présenté de manière audiovisuelle, tous les éléments de la biodiversité insulaire. Et donc, pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, on peut... À partir de quelle heure? Eh bien, c'est à partir de 8h30 que le jardin est ouvert. À partir de 8h, on peut même dire 8h, parce qu'en réalité, l'ouverture des grilles est déjà faite. Mais moi, je serai là à partir de 8h30. Et ça dure toute la journée jusqu'à 17h. D'accord. Alors, est-ce que dans cette journée du patrimoine à Basse-Terre, il y a d'autres lieux qu'on pourra visiter éventuellement? Oui, il y a beaucoup de lieux, parce qu'en réalité, c'est un temps fort de l'offre culturelle, si on peut dire, du conseil départemental. C'est un temps fort, ces 3 jours. Mais l'offre, elle est en permanence, bien entendu. Alors, nous avons d'autres endroits. Nous avons, par exemple, le Beau Soleil. Oui. Beau Soleil, le jardin de Beau Soleil, sur la route de Saint-Claude. Vous avez ne connaît pas non plus, d'ailleurs. Vous avez le fort d'Elgrès. Vous avez le fort d'Elgrès. Oui. Bon, les journaux, les explications sont données dans les journaux qui sont édités par la DRAC, en partenariat avec le conseil départemental. Par exemple, je vois Fort d'Elgrès, Jardin botanique de Basse-Terre, espace des biodiversités insulaires, ça c'est rien que pour le côté Basse-Terre. Et pour Saint-Claude, par exemple, nous avons l'habitation Beau Soleil à Montéran. Toutes ces manifestations sont gratuites. Oui. Et souvent commentés avec un personnel... Et ce sont des lieux qu'il faut avoir vus. Absolument, au moins une fois dans sa vie. Au moins une fois, Céline. Oui, je vais mettre le cap sur Basse-Terre franchement, définitivement voilà. Ce week-end. Alors, j'arrive pas à comprendre que vous ne connaissez pas ces lieux. Mais beaucoup de gens commencent... comme on dit, à s'approprier un petit peu le bien collectif, puisque finalement ces journées européennes du patrimoine sont faites pour que le public s'approprie son domaine. Et donc les gens découvrent, et c'est des moments forts pour nous, effectivement, quand on reçoit tout ce public enthousiaste qui fait des découvertes. Donc j'espère bientôt vous rencontrer là-bas. Bien sûr, moi aussi. Voilà. C'est une invitation que tu ne peux pas refuser. Non, mais surtout dans un jardin, c'est magnifique. Oui. Est-ce qu'il y a des fleurs dans ce jardin d'ailleurs? Oui, il y a des fleurs, pas en ce moment, parce qu'avec la période de sécheresse qu'on a eue, c'est vrai que c'est un petit peu... il n'y a pas trop de fleurs. Mais on a des arbres remarquables. Des arbres remarquables qui valent la peine d'être observés, d'être vus. Parce que le jardin botanique, depuis 1820, était un centre de diffusion de toutes les espèces végétales. Alors, il a perdu, bien entendu, de son lucre, mais tout le travail du conseil départemental, c'est de lui redonner. Oui. Et puis, il y a cette belle maison qui est au fond du jardin aussi. Absolument. Qui a servi un film, je crois. Je l'ai entendu dire, je ne pourrais pas vous dire lequel, mais je sais que c'est la Maison des Aînés, qui a un style colonial. Et donc tout cet ensemble, c'est à voir, à visiter. À voir et à revoir. Oui. Et on invite donc les Guadeloupéens à s'approprier ces lieux de mémoire, et pas seulement à Basse-Terre, puisqu'il y aura d'autres. Demain, on recevra un autre invité qui nous parlera de la partie grande-terrienne, puisque là, j'ai voulu privilégier, vous l'avez compris, Céline, la partie basse-terrienne de vous avez bien fait, Daniel. Et j'ai bien fait. Je vais vous laisser d'ailleurs quelques prospectus, parce que vous verrez la qualité et l'abondance de l'offre qui est faite. Et comme je vous dis, pas seulement ponctuellement, parce que ce sont les journées du patrimoine, c'est toute l'année. C'est tout le temps que nous avons l'avantage et le bonheur de recevoir du public et de leur faire partager ce cadre. Moi, personnellement, je vous dis, je travaille dans un cadre exceptionnel. J'imagine, et ça se voit d'ailleurs. Votre sérénité se voit et se lit sur votre visage. Merci, monsieur Génas, d'avoir fait votre déplacement pour nous parler de ces journées et de ces lieux à visiter. Nous attendons le public avec impatience. Et on vous attend, public, et on attend Céline. En attendant, on prend une page de pub. On retrouve nos 2 invités du Pôle emploi tout à l'heure. Et Martine, qui, comme d'habitude, piaffe. D'impatience. Voilà. Voilà, merci encore. Merci.
Non, le ZCL n'est pas terminé, il continue avec deux belles dames qui sont venues nous joindre parce qu'on va parler du village de l'insertion, c'est à Petit Canal. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors il y a madame Rivière Torinius, mais oui, Alice, c'est le prénom. Et à côté, il y a Sheila Rampart. Voilà. L'une, c'est la première adjointe du maire de Petit Canal, de la mairie de Petit Canal, mairie dont on parle beaucoup maintenant, et de l'autre côté, madame qui travaille au Pôle emploi. Alors, un village d'insertion, on sait en général, c'est un gros bidime, comme on dit. Hein. On essaie de motiver les jeunes et les moins jeunes, mais surtout les jeunes sur l'emploi, et ça se fait en général avec le Pôle emploi, puisque je sais qu'il y a eu d'autres villages, d'autres endroits. Comment ça s'organise à Petit Canal? Alors, il faut savoir que le village de l'insertion professionnelle est à sa 2e édition. Oui. Et c'est vrai que ça rentre dans le cadre de la politique d'insertion que le maire de Petit Canal, le maire Blaise Mornal, a souhaité mettre en place. Donc, pérenniser ce village, c'est pour permettre, bien sûr, aux demandeurs d'emploi, à la population non seulement de Petit Canal, mais du Nord Grande Terre et je dirais même de la Guadeloupe, de venir sur le village de l'insertion et pouvoir trouver des réponses à leurs questions. On connaît la difficulté justement pour trouver un emploi et donc c'est permettre que cet espace-là soit l'espace des demandeurs d'emploi, l'espace mais aussi des professionnels. Justement, en termes d'interlocuteurs sur place, qui est-ce qu'on va trouver? Les entreprises peut-être aussi ou... Alors, on a effectivement des partenaires co-organisateurs, donc notamment le Pôle emploi, qui est aussi très actif sur le territoire du Nord Grande Terre pour accompagner les autres partenaires tels que le PLI qui est aussi co-organisateur, le PLI qui est via la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre ainsi que le CECAS de Petit Canal, bien sûr. Je ne vais pas manquer de parler du CECAS Petit Canal parce que je suis également la vice-présidente du Centre communal d'action sociale. Et on a beaucoup œuvré pour accompagner les demandeurs d'emploi, mais je dirais les familles de Petit Canal. Donc on a d'autres partenaires co-organisateurs, notamment le conseil départemental qui est chef de file de la solidarité et on a aussi le conseil régional qui nous accompagne sur ce projet. Après, on va parler peut-être de tous les partenaires qui seront sur le village. Alors, Madame Torinius Rivière, je donne tout votre nom, Alice du prénom, j'aime bien le prénom Alice, on rappelle une chanson. Et donc, non, je ne vais pas la chanter, mais non, ne vous inquiétez pas. Il fait beau aujourd'hui, on ne va pas risquer ça. Alors, le Pôle emploi, vous savez qu'il y a des gens qui vous regardent dans le Nord Grande Terre, surtout, c'est un endroit où la question de l'emploi se pose avec beaucoup d'acuité. Est-ce que, parce que j'ai vu qu'il y a un job dating, est-ce que le jeune qui viendra là a une chance quand même de trouver un boulot? C'est-à-dire, je dis que, comme on dit, ça va venir là moins garder ou bien ça va venir moins sauter et vont travailler. Alors, il faut savoir qu'au niveau de ce forum, son objectif, c'est d'apporter des informations aux demandeurs d'emploi et toute personne sur création d'entreprise, recherche d'emploi, formation, mais également aussi il y a le volet insertion. Parce que souvent, on a tendance à oublier que l'insertion passe également aussi par je n'ai pas d'appartement, comment voulez-vous que j'aille travailler, etc. Donc, comme Sheila le disait un petit peu tout à l'heure, il y a toute cette partie-là. Donc, au niveau du Pôle emploi, c'est vrai que dans le Nord Grande Terre, c'est vrai que c'est particulier. Donc, ce forum, c'est aussi pour permettre à toutes les personnes qui tournent autour de la recherche d'emploi, formation et autres, de pouvoir rencontrer tous les partenaires sur un lieu. Et il faut également penser que l'on va rencontrer ces personnes. C'est l'importance, puisque bon, c'est vrai que le transport, la mobilité sur le Nord Grande Terre est beaucoup plus difficile que, on dirait, à Bim Pointe-à-Pitre. Oui, c'est clair. Parce qu'au Bémao, quand quelqu'un habite à Pointe-à-Pitre, on lui propose un emploi sur Bémao, c'est beaucoup plus facile qu'une personne qui sort d'Ernst-Bertrand. Donc l'importance, c'est nous permettre, nous, d'aller rencontrer ces personnes et leur donner les informations et aussi le maximum de chances de retrouver tout ce qu'ils recherchent sur un lieu. Est-ce qu'ils doivent venir avec des CV? Alors, il faut savoir que le demandeur d'emploi, qui est demandeur d'emploi, son premier outil, c'est son CV. D'accord. C'est sa carte de visite. Parce que un employeur a besoin de le recontacter. Comment il fait? Il a sur son CV, nom, prénom, le métier qu'il recherche, ses coordonnées. C'est ça le plus important. En fin de compte, c'est la carte de visite. Vous avez besoin de me rencontrer. Qu'est-ce que je vous tends?
ma carte de visite. Le demandeur d'emploi, c'est son CV. Donc l'importance. Donc c'est vrai, ce job dating, son importance, c'est de permettre aussi aux personnes à la recherche d'un emploi d'être confrontées à des employeurs. Tout le monde ne ressortira pas avec un emploi, ça serait magnifique. Mais en même temps, c'est aussi une expérience. Être en situation d'entretien réel avec une entreprise, c'est-à-dire se dire qu'on part de chez soi, on peut rencontrer une entreprise, il peut avoir une offre d'emploi, puisque l'objectif du job dating, c'est ça, mais en même temps, lorsqu'on est demandeur d'emploi, on est, en fin de compte, lorsqu'on se lève de son lit, on se dit, on va chercher, on est demandeur d'emploi. C'est-à-dire qu'on doit être prêt à rencontrer un employeur et non dire à l'employeur, bon, je vais chercher mon CV ou je vais m'habiller, je reviens. Non, ça c'est important pour la personne. Il y a un volet formation aussi avec, j'imagine, des informations. C'est vrai que quand on est, j'imagine, demandeur d'emploi, c'est peut-être pas toujours facile de savoir si on doit se réorienter, comment ça se passe. Au niveau des financements aussi, c'est souvent différents interlocuteurs. Alors, le village de l'insertion, on l'a bien préparé et on a fait en sorte que chaque espace soit bien défini. Donc, on a un espace accès aux droits et donc, dans cet espace-là, puisque c'est vrai qu'il y a de l'insertion, mais quand on veut insérer quelqu'un, il faut s'assurer que les droits sociaux aussi soient bien, je dirais, qu'on a pris en compte tout dans la globalité du demandeur, l'aspect social, mais aussi l'aspect insertion professionnelle. Donc, au niveau du village, on a réparti les espaces, l'accès aux droits sociaux, donc les partenaires tels que la Caisse d'allocation familiale, les services sociaux du conseil départemental, pas mal d'acteurs concernant l'accès aux droits sociaux seront présents sur le village. Ensuite, on a aussi mis à disposition un espace formation. Et donc, dans l'espace formation, c'est pour toutes les personnes qui viennent en recherche, parce qu'on a aussi des étudiants qui cherchent une formation professionnelle, qui ont terminé leur cursus au mois de juin et qui sont dans la recherche de partenaires ou de centres de formation. Donc là aussi, on a un certain nombre de centres de formation qui seront présents où les étudiants pourront trouver des réponses pour faire leur choix. Donc non seulement les étudiants, mais aussi les demandeurs de formation professionnelle. On a également un espace emploi qui sera bien défini, un espace création d'entreprise, parce qu'on a aussi des porteurs de projets, pas mal de porteurs de projets qui viennent pour justement, et qui peuvent venir et trouver des partenaires pour les accompagner dans le montage de leur dossier, savoir si ce projet c'est un projet qui est viable, si c'est un projet qui est finançable, pour pouvoir aboutir à ce projet. Et donc, dans les différents espaces qui seront bien définis, je pense que là, les demandeurs pourront avoir le choix. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, ça ne concerne pas que les jeunes de Petit Canal, mais tout le Nord-Grand-Terre. Alors j'ai vu quand même que la mission jeunesse n'est pas dans... La mission locale sera présente. Parce qu'elle n'est pas dans les partenaires. Peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, ils seront peut-être sur l'affiche. Mais ils seront présents, je vous dis, qu'ils seront présents. On aura la PEDAG, on aura la mission locale. Je vous dis, on a tous les partenaires qui sont privilégiés, qui seront présents sur ce village. Alors, le village aura lieu, se tiendra sur le parking du stade municipal. Sur le parking du stade Cyrano Arandel, c'est le stade Cyrano Arandel. Excusez-moi. Mais c'est le parking du stade municipal de Petit Canal. Et c'est vendredi de 9h à 13h. Vendredi de 9h à 13h. Ça se termine jamais à 13h. Et puis il faut savoir qu'également l'objectif du Pôle emploi, pourquoi mettre en place de telles manifestations, c'est vrai que nous avons au niveau de nos organisations, c'est faire plus pour ceux qui ont le plus besoin. Parce qu'une personne qui peut faire toutes ces démarches, qui sait faire son CV, qui a participé aux entretiens, cette personne-là, en fin de compte, elle peut se débrouiller. Mais il y a des personnes qu'on doit vraiment aller à leur rencontre et accompagner le plus longtemps possible. D'accord. Et c'est aussi, nous sommes quand même un service public. Comme vous le disiez, c'est ouvert au Nord-Grand-Terre, mais c'est ouvert à la Guadeloupe et à
toute la population. Oui, enfin, d'abord quand même à ceux qui ont le plus besoin, c'est-à-dire toute cette région un peu déshéritée quand même, qu'on disait autrefois qui est la plus déshéritée de la Guadeloupe, c'est-à-dire à partir après Mornalou jusqu'à Lance-Bertrand. Eh bien, justement, vous faites bien de dire ça, parce qu'en fait, c'est pour permettre aussi aux partenaires de venir s'installer sur le Nord Grande-Terre. Parce que souvent, les demandeurs d'emploi sont amenés à aller sur Bémao, sur les Abîmes, sur Pointe-à-Pitre. Et en fait, c'est de faire... Voilà, et c'est en fait de leur faire connaître le territoire du Nord Grande-Terre et de venir, s'il le faut, s'installer. On fera tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent être bien accueillis. On ne doute pas, et Canal 10 sera là pour vous accompagner. Et puis on vous remercie d'être venus, mesdames. Merci à vous, merci à l'équipe de Canal 10. Alice. Et Madame Sheila. Vraiment, elles ont deux noms qui... Bon, bref. Qui vous plaisent, Danick? Non, qui me plaisent, oui, j'aime bien. Alice, ça sonne bien. Et Sheila, encore mieux. Ce sont deux, on veut dire, ce sont deux prénoms chantants. Oui, c'est vrai. Voilà, merci d'être venu chez nous, aux ZCL. Et merci puis, à vous de nous avoir reçus. Vous savez, vous êtes ici chez vous. Merci à vous, merci et bienvenue au Nord Grande-Terre. On n'y manquera pas. Voilà, Céline, votre dernier sujet avant Martine qui... Piaf d'impatience. Dans les coulisses, voilà. Nous vous invitons à présent à une petite plongée dans le monde hippique, un monde qui rassemble de nombreux passionnés. À Paris, une écurie vient de voir le jour. Elle s'appelle Écurie Bleue Outre-mer, Danick. Oui. Vous avez l'air passionné aussi. Et elle a brillé dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. Je vous propose de voir ce sujet. Il est signé Maurice Cessé. Bien sûr. Tu me fais rire. Vous savez, quand on est propriétaire d'un cheval, on essaie toujours de ne pas être trop prétentieux. On essaie toujours de ne pas donner un pronostic qui soit mauvais. On essaie d'être le plus proche de la réalité. Alors effectivement, ce matin, je vous le confirme, je pensais qu'avec le terrain lourd, la pouliche n'était pas forcément capable de faire la performance qu'elle a faite. Ben vous voyez, elle nous a encore surpris. Les chevaux vous surprennent tout le temps. C'est une grande première pour l'écurie Bleu Outre-mer, je le disais tout à l'heure. 3 courses avec cette pouliche, une première course 3e, une deuxième course un peu moins bien, et celle-ci, donc c'est sa distance, c'était un terrain un peu lourd, mais apparemment ça lui convient, et elle gagne, donc c'est formidable. Il va y avoir d'autres chevaux, parce que je peux imaginer qu'après cette victoire dans un quintet, les ultramarins vont s'y intéresser, et en tout cas je les invite à nous rejoindre le plus rapidement possible, parce que les places vont être chères. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie, je dois le dire. Gagner un quintet ici, à Longchamp, un dimanche, dans les courses préparatoires, c'est fabuleux. Eh ben non, je pense que ce qui leur a porté chance, c'est surtout leur travail, acharnement. Nous, on vient juste le jour où ils délivrent la première victoire importante. Maintenant, moi, je suis venu supporter en tant qu'entrepreneur l'initiative de notre entrepreneur, parce que les Antillais qui jouent, c'est bien, mais les Antillais qui entreprennent, c'est mieux, parce que c'est de l'argent qui reviendra aux Antilles et qui rentre dans l'écosystème. Donc, je suis très content qu'il y ait une écurie outre-mer qui soit montée, et en plus, aujourd'hui, qui est gagnante. Alors, c'est parfait. Je montre que l'excellence n'est pas simplement une excellence intellectuelle, mais c'est aussi l'excellence sportive, et dans un domaine où on ne nous attendait pas, le cheval. Et l'initiative de Jacques Vautrin est juste une superbe initiative, et j'invite l'ensemble des originaires d'Outre-mer à soutenir l'écurie Bleu Outre-mer. Bah oui, ceux qui nous connaissent savent que voilà, on a l'un des plus gros réseaux d'entrepreneurs ici dans l'Hexagone, des compatriotes originaires d'Outre-mer, et ce qu'on a l'habitude de dire très souvent, c'est qu'on est très bon dans le sport en tant qu'athlète. Quand serons-nous également très bons dans le business du sport? Voilà, donc on a fait des petites choses avec Teddy Riner déjà, et on est très heureux avec Jacques de regarder ce qu'on va pouvoir faire éventuellement dans le domaine hippique, même si c'est pas ma spécialité, mais je pense que c'est un très très bel avenir. Et effectivement, quitte à parier, autant parier sur des chevaux qui nous appartiennent. Voilà, et une écurie qui a brillé ce dimanche, Danick, à Longchamp pour la première fois. Mais il faut le dire, avec son cheval nommé Outeville. En plus, bien. Voilà. Eh ben, on reçoit Martine. On l'attendait depuis une semaine. Depuis 3 mois, j'ai envie de dire, depuis 3 mois. Depuis 3 mois, on attend. Depuis 3 mois, on attend. La dernière fois qu'on avait vu, c'était autour d'un pot final. Bonjour Martine. Bonjour Danick, je suis contente d'être attendue comme ça. Bonjour Céline. Oh là là, mon Dieu, ça a fait tellement bien. Oui. Ah ouais, franchement, je suis revenue dopée.
Donc vous n'êtes pas du genre à vous reposer les vacances? Il faudrait presque ça. Presque ça? Il faudrait presque ça parce que j'ai continué à travailler pendant que je suis partie. Ce dont je vais parler, c'est quand même le résultat. Vous avez voyagé, c'est ça? J'ai voyagé et en fait, je vais parler de voyage. Allez-y. Donc, merci de m'accueillir à nouveau pour cette seconde saison. Ça y est, ça commence. Ce n'est qu'un début. Et toujours la même petite chronique, culture selon Martine, un tout petit peu plus longue cette année, je crois, mais toujours aussi rapide. Alors, je vais vous parler pas gratiné, mais ça viendra aussi. 4 rubriques qui vont émailler ma chronique. La rubrique perso, qui va me permettre donc de vous parler des voyages qui vont venir tout à l'heure, mais d'un lieu aussi. Ou alors d'un personnage. Le Big Event sera l'événement du moment, celui dont tout le monde parle, donc on va s'arrêter un petit peu plus dessus. La tendance du moment dans laquelle on va retrouver la mode, la cuisine, je vous l'avais dit, les petites choses qui font un peu le buzz en ce moment, et puis aussi, pourquoi pas, un peu de réseau. On en parlera aujourd'hui. Et puis enfin, l'agenda, où je ne mettrai l'accent que sur les choses un peu plus fort et dont vous ne parlez pas, puisque a priori vous faites aussi un peu de culturel. C'est donc parti très peu. Ça c'est bien, c'est bien. En tout cas, ce que j'ai prévu aujourd'hui dans ma première rubrique, qui est la rubrique perso, c'est de parler de voyage. Oui. Je suis partie en vacances, j'ai navigué pour vous, et donc je suis partie entre Paris, Berlin, Angers. J'ai été également à Nantes. Tous les migrants, vous avez fait le chemin inverse. Exactement, le chemin inverse. Et de là, j'ai ramené des petites choses, et donc pendant 4 semaines, je vais vous parler donc d'un lieu que j'ai visité pendant ces voilà. Alors, on commence par quoi? On commence par Paris. Alors Paris, j'ai pas fait tous les musées, je les connais. J'ai fait un peu Paris-Plage. Paris-Plage, c'est intéressant. Le bord de Seine, c'est sympathique, mais surtout saturé parfois. Saturé, mais j'ai regardé que de loin. Oui. Mais surtout, je me suis arrêtée dans Belleville où je me suis repromenée, les buttes Chaumont. Et puis, ce qui m'a vraiment passionnée, c'est le Vélib. Le Vélib, le fameux vélo parisien qui a été mis en place par la ville de Paris en association donc avec un partenaire qui est Deco, JC Deco, ceux qui font les panneaux Deco. Et donc le Vélib aujourd'hui, eh bien, c'est un incontournable dans Paris et j'ai été profondément étonnée mais aussi ravie. Non, parce que j'ai un mauvais exemple du Vélib, j'en parlerai une prochaine fois. Mais par contre, j'ai regardé tous ceux qui enfourchaient les Vélib, ils sont de plus en plus, vous voyez, ils sont extrêmement résistants. Il fallait penser au vol, au choc, au vandalisme et puis aux personnes qui ont leur course à faire avec le petit panier. Donc ils sont très résistants. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le Vélib, qui est en fait une contraction de vélo et liberté, eh bien dans Paris, le Vélib qui a été mis en place, on le sait maintenant depuis le 2007, eh bien dans Paris. Delanoë, je crois que c'est Delanoë. Sous l'époque de Delanoë, oui. Mais qui n'a pas été précurseur en France. Non, parce qu'il y avait le vélo city. C'était en Hollande déjà. Oui, mais en France, c'était un autre. Que c'était du côté de Lyon. Oui, avec alors il y avait le Vélib et il y avait également le Vélo City, toujours avec Deco, qui avait déjà été précurseur donc de la mise en place du Vélib. Mais bon, là par contre, la mise en place, l'organisation, le nombre, tout a été quand même démultiplié. Aujourd'hui, il faut savoir que 17 000 vélos étaient mis en circulation lors de la mise en place en 2007 et aujourd'hui, on est à plus de 200 000 abonnés. Donc, il y a un nombre de points incalculable. 135 000 personnes, 26 millions de personnes aujourd'hui utilisent le Vélib à Paris. Donc, 26 millions de personnes. 26 millions, alors on va dire ça autrement, 26 millions d'abonnements, voilà, d'utilisation, d'usagers, c'est mieux dire. Donc cela fonctionne très bien, on prend son vélo, on a un abonnement qui est très peu cher à l'année, ça commence à 19 €, ça va jusqu'à 39 €. On n'est d'ailleurs même pas obligé de s'abonner, il suffit, moi, on peut aussi l'utiliser pour une journée, on prend une carte, voilà, pour une journée, pour un parcours. Mais maintenant, si on veut l'utiliser à la journée, sur une semaine, sur l'année, donc il y a différents types d'abonnements. Et les 30 premières minutes sont gratuites. Non, c'est sponsorisé par Monsieur Deco. Voilà. Monsieur Deco ou Decaune ? Deco. Voilà. Donc c'est très très facile à utiliser. Il y en a partout et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez étonnant. Et ils ont étendu donc le Vélib au tout petit également. Donc les enfants peuvent utiliser le Vélib, le mini Vélib de manière tout à fait opérationnelle. Alors je me suis arrêtée un peu sur les tarifs. Je vous dis que les 30 premières minutes, c'est gratuit, effectivement, puisque vous payez votre abonnement. 30 premières minutes gratuit. Le système du Vélib, c'est en fait pour que ça fonctionne de manière très très rapide, pour qu'il y ait un turnover. Plus vous l'utilisez, plus vous le gardez, plus vous payez. Les 30 premières minutes ou 45 premières minutes sont gratuites. La demi-heure suivante est à 1 € et la demi-heure après, 2 €, etc. Donc en fait, c'est pour vous inciter à aller assez vite dans l'utilisation. Donc, que vous dire de mieux que ce Vélib, c'est que maintenant,
il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que la ville de Paris a mis en place une grande journée qui aura lieu le 27 septembre prochain, qui est donc tout un boulevard, un grand boulevard qui a été qui sera totalement fermé pour une journée totale Vélib, en liberté. Donc il y aura des milliers de vélos dans cette rue-là le 27 septembre. C'est un grand événement à venir. On sait pas encore. Comment? On ne sait pas encore quelle rue. Je vous dirai ça, on garde ça pour la prochaine fois, mais sachez que je vous en reparlerai de cet événement du 27 septembre. Voilà pour le vélo. C'est pas mal, non? Ouais, c'est super, non, c'est un super concept. C'est un super concept et il faudrait qu'on pense à ça en Guadeloupe. Donc je lance l'idée. Pensons au vélo en Guadeloupe. Je crois qu'il faut mettre de plus en plus de place. Voilà, mais c'est ce que j'allais dire, les pistes cyclables. Il faudrait, parce que surtout Pointe-à-Pitre à Bastère, ça va être compliqué avec tous les mondes qu'on a. C'est pas si on pourra faire du vélo. Pourquoi pas? Mais déjà en centre-ville, ça dégorgerait dans les centres-villes. Voilà, il faut y penser. Et vous savez qu'à Montmartre, ils remontent les vélos. Ils remontent les vélos avec des camions. Ouais, je ne suis pas allée voir. Personne ne veut grimper la côte en vélo. Ah, c'est vélo. Je ne suis pas allée voir. Les vélos, parce qu'il n'y a jamais de vélo, sinon les gens ne remontent pas. Ah bah oui, ça c'est une bonne idée. Enfin, en tout cas, il fallait y penser. Très belle idée. Je pense que nous avons des exemples à prendre et je vous parlerai la prochaine fois de Berlin, où là aussi le vélo est roi. C'est autre chose, mais on a quand même du vélo ici. Il y en a, mais c'est pas la même. Il s'appelle le vélo. Ah d'accord. C'est un vélo tambouillé celui-là. Oui, le big event. On en a un petit peu parlé de ce big event déjà, puisque vous aviez une invitée. Oui. Un invité qui parlait du jardin botanique de Bastère. Oui. Moi, je ne connais pas. Non, pas encore. Mais c'est un lieu effectivement à découvrir. Moi, je vais vous parler des journées du patrimoine. Tout le monde le sait, ça va commencer dans quelques jours, le 18 plus exactement, du 18 au 20, avec sans doute le 19 par ailleurs, etc. Mais les journées du patrimoine, j'avais plus envie d'en parler sur le type création et puis vous donner quelques chiffres que je trouve qui sont intéressants et pertinents. Cette journée du patrimoine qui a été créée, on le sait maintenant, en 1984, pardon, c'est la 32e édition. Déjà. Voulue par le ministère de la Culture. Eh bien, l'idée, c'était donc d'ouvrir les portes des musées, des belles maisons, des belles habitations, le 3e dimanche du mois de septembre de chaque année. Depuis cette année-là, les journées du patrimoine ont fait des petits, presque dans le monde entier. Beaucoup de villes ont suivi et ont appliqué aussi ces journées du patrimoine qui se situent à peu près à la même période. Partout en France, cette année, j'ai noté quand même que pour cette 32e édition, il y a près de 17 000 monuments qui vont être visités, dont les portes vont être ouvertes au public, avec un peu plus de 25 000 animations qui seront également proposées. Et quelques chiffres, je vous les dis rapidement, 17 000 lieux ouverts, 5 700 ouvertures exceptionnelles, c'est-à-dire des lieux qui habituellement sont totalement fermés, non visitables, qui seront exceptionnellement ouverts ce jour-là. Ceux qui seront liés au thème national qui a été choisi cette année, donc 3700 vont uniquement s'axer sur ce thème, je vais vous le rappeler dans une minute, et 1100 vont être liés au thème européen, puisque au niveau de l'Europe, pratiquement maintenant toutes les grandes villes d'Europe, eux aussi ont cette journée du patrimoine. Et au total, il faut compter 26 660 événements au niveau national qui vont être liés à cette journée du patrimoine. Donc c'est quelque chose de colossal. Rien que pour la Guadeloupe, j'ai noté 156 événements qui vont se situer pour nous durant ce week-end. Alors bon, j'ai pas voulu mettre l'accent sur des événements particuliers. Vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de lieux, de jardins botaniques qui sont ouverts. Chaque ville y va de son... Le Mémorial participe aussi. Il participe, puisque j'ai noté dans l'agenda donc la participation. Mais je me suis surtout arrêtée sur des villes qui sont celles de petits bourgs, qui font des actions sur la biodiversité et qui mettent en avant donc les restructurations architecturales qu'ils vont avoir sur leur commune. J'ai voulu en parler un petit peu, mais je renvoie vraiment nos téléspectateurs vers le site internet des Journées du patrimoine. Il est très très complet, très très bien fait et il y a tout le programme en ligne et qu'on peut télécharger, un petit document très bien fait qui permet d'avoir une véritable mine d'informations. Pour donner un petit coup de pouce également à ce que vient de dire votre invité, les Journées du patrimoine, donc tous les sites qui sont les jardins botaniques, les musées de Guadeloupe, qui sont, donc là il y a un petit programme qui est fait par le conseil départemental et qui là aussi nous ramène à des lieux intéressants. Justement, concernant le jardin botanique de Bastère, je vais donner le numéro car notre invité ne l'a pas donné en partant. C'est le 05 90 99 06 21, donc pour le jardin botanique de Bastère. Très bien. Que vous visiterez. Oui, Danick. J'ai entendu. Je le ferai.
Je vais vous parler de tendance. Alors, dans ma rubrique tendance, on va retrouver de la mode, on va retrouver de la cuisine et on va retrouver aussi un petit peu de réseau. Et aujourd'hui, je vais vous parler de réseau. J'ai juste fait un petit peu le tour du top 10 des réseaux sociaux les plus en vue, ceux qui font le buzz et ceux qui, aujourd'hui... Si Céline accroche, alors, on va y aller. Hein. Oui, chacun a sa liste. Chacun a sa liste. Moi, j'en ai 10. Dans les plus populaires? Oui. Alors, ceux qui ont le plus d'inscrits actuellement, alors, effectivement. Bien sûr, l'incontournable Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. C'est cela. Alors, pas forcément dans cet ordre-là. On pourrait être étonné. Oui. Mais bon, le number one, c'est Badoo. Ah bon? Badoo, parce qu'on en parle peu, mais c'est en termes de nom. Il est dans le top 50 des sites les plus visités et c'est 198 millions d'inscrits. Alors, les chiffres, sur le site où je suis allée, ils vous disent que les chiffres évoluent très très vite parce qu'il suffit qu'un pays s'ouvre sur, par exemple, un réseau ou un autre, ça fait exploser. Oui. Donc là, on place Facebook en deuxième, mais ça peut très bien changer d'un jour à l'autre. Facebook est le premier, il peut le deuxième. Il y a vraiment ce qu'on appelle... Alors, on a le thrombiscope. Il paraît que Thrombicom, pardon. En termes de nombre de photos publiées de classe, c'est devant Instagram. Alors, Instagram, c'est encore autre chose. Là, c'est vraiment les photos de classe. Ça fait le buzz parce que tout le monde essaye de retrouver son copain de classe. Et donc, en termes de... c'est au niveau français, ça. Ça, c'est au niveau français dont je te parle. Facebook, le Twitter donc, est en 4e position. Connectez-vous l'instant le plus important pour vous. On donne non seulement la liste des 10 réseaux, mais également leur spécificité. Parce que si on était dans la même classification, c'est pas certain que le même site serait le premier. Donc là, c'est en termes de spécificité. Donc c'est pour ça que je dis que d'un classement à un autre, ça peut être différent, mais on retrouve sensiblement quand même les mêmes. Ensuite, on va avoir le plus Google qui est en 5e position. Le Pinterest qui monte et qui gravit des échelons de plus en plus. Il permet de partager des albums, photos, vidéos, etc. Tout ce qui nous touche de près. Donc, une communauté de passionnés. Et puis le MySpace qui actuellement perd beaucoup. Mais il perd beaucoup de place. Il était dans le top 10, mais là, il est descendu. J'ai regardé encore hier, il est encore descendu. Donc, MySpace perd beaucoup de place. Le Tumblr... Oui. Et un que je ne connais pas, alors LinkedIn bien sûr, DeviantArt. C'est un réseau professionnel. Exactement, plus professionnel et qui a largement devancé Viadeo qui était pourtant premier de la classe à un moment. Mais Viadeo s'est refait une santé, il a revu donc toute sa page, il a revu ce mode d'entrée. YouTube n'est pas classé. YouTube n'est pas classé dans cela par rapport, voilà, c'est pas réseau social, là ils sont plus sur donc tout ce qui est, voilà, c'est musique, c'est film, etc. Donc c'est pas tout à fait les mêmes critères de sélection. Mais donc je disais pour conclure que Viadeo malheureusement s'est fait laminer et il est loin derrière maintenant, alors que c'était quand même l'un des précurseurs. Mais il a refait, je suis un petit peu l'actualité de Viadeo, ils sont en train de refaire toute leur stratégie et peut-être que ça va leur permettre de gagner quelques points encore. Et c'est surtout décliné, je crois, implanté en Asie il y a quelques années aussi. Il décline un petit peu sa plateforme dans d'autres pays. Actuellement, oui, effectivement. Donc voilà. Et puis pour aller vite... Mais on va parler de mode. On va parler de mode et j'ai normalement un petit film de 2 minutes. J'espère que j'aurai le temps. Il est important. Oui. Pourquoi? Alors vous le voyez pas, mais je suis en jean. Je suis en jean parce que c'est pratique. Je confirme, on ne voit pas. Voilà. Indispensable dans la garde-robe de tout le monde. On pourrait faire un sondage et on se rendrait compte que le jean, effectivement, incontournable dans la garde-robe. Il peut se porter dans toutes les circonstances, élégant, décontracté, déchiré, zonard, etc., etc. Il peut se transformer également en objet de séduction. Surtout s'il est... Oui, en short, très court, mais le jean lui-même peut devenir un objet de séduction dès lors qu'il est bien choisi. Et bien porté. Et bien porté. Et pour le bien porter, il faut savoir comment choisir son jean. Et ça va être l'idée du petit film qui va passer. Parce qu'aujourd'hui, porter un jean, eh bien, c'est savoir le choisir en fonction de ce qu'on est, de sa morphologie. Et on nous envoie le film tout de suite, je l'espère. Yann, nous avons donc un homme qui va nous expliquer comment le porter. Alors, on va voir ça. Qui est valorisant pour les jambes, pour les fesses. C'est une arme de séduction. Un jean est l'indispensable d'un dressing pour sortir, pour aller travailler, pour
Par jour de beau temps, par jour de mauvais temps, par jour de blues, par jour de grande joie. Un jean. On peut mettre tout type de jean. Le jean classique, en toile brute, et si on évitait le clair, pour paraître trop grande, voilà, c'est un jean classique. Quand on est petite, un slim fit ou un straight fit, il n'y a rien de mieux. Privilégions des toiles enduites pour pouvoir en fait ramener un peu de lumière, ramener un peu d'accroche. Quand on a des cuisses rondes, c'est bien de privilégier un jean qui ne soit pas trop clair, ou en tout cas qui permet d'avoir un délavage, non pas sur le côté, mais sur le devant de la jambe, de manière à affiner la largeur de la cuisse. Ici, on a aussi la particularité d'avoir une couture qui est décalée. Ça veut dire que l'arrière du pantalon est plus important que le devant. Donc du coup, la ligne de couture sera un peu déportée. C'est très valorisant pour une fille qui a des cuisses un peu rondes. Donc pour celles qui n'ont pas de fesses, en fait, certaines marques comme Salsa proposent en fait ce type de jean avec des petits coussinets en fait intégrés aux poches arrière. Donc ça permet en fait aux filles qui ont les fesses plates d'avoir un joli volume. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est le dessin. Le dessin ici qui permet en fait d'avoir visuellement un joli fesse. Quand on a de jolies fesses rebondies, il est important d'avoir un jean qui ait une fourche suffisamment longue pour pouvoir éviter d'avoir un décolleté plongeant. Ici par exemple, la fourche est longue donc il y a peu de chances d'avoir un décolleté plongeant. Il faut absolument éviter les tailles basses. On sait pourquoi Martine porte le bleu. Oui, c'est une arme de séduction massive. Bon, voilà, en tout cas, vous avez pu constater que qu'on ait des fesses rebondies ou des fesses plates, on a tous un jean qui nous va et donc il faut savoir le choisir. Alors, mesdames, s'il vous plaît, le jean taille basse associé au string lorsque on n'est pas parfaitement d'équerre, évitez. C'est très cheap. Donc, et puis de si voir vous... le string ou de voir le jean? De voir le string quand le jean est trop ajusté. Donc, essayez de porter un jean qui vous va bien et qui vous met en valeur. Voilà. String, mais si vous avez envie, suivez les conseils de Danick. Moi, en tout cas, je continuerai à vous parler de mode et en fait, essentiellement des choses qui vous permettent de pratique et qui vous permettent d'être à l'aise. Et pour finir, je vais vous dire très rapidement l'agenda. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais pour vous dire que la semaine prochaine, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Je voudrais vous dire qu'il y a la Transat Mini Île Guadeloupe qui va commencer le 19 septembre. Oui. Au 21 novembre. C'est une édition mini et transat qui va faire les îles de Guadeloupe au départ de Douarnenez. Donc vous pouvez aller sur le site minitransat.fr pour vous renseigner et en savoir un peu plus. Il y a 2 étapes. Je vais vous parler, je ne vais pas revenir sur les journées du patrimoine, on en a parlé, mais il y a un concert qui est intéressant, c'est un concert bien sûr Solidarité pour la Dominique, concert Solidarité. C'est celui qui va se faire à la Casa le 19 septembre. 19, oui. Il y aura Femme Kika, Ridla, Tania Saint-Val, Masca Clé, etc. Donc soyez présents sur ce concert, c'est à 20h et c'est 10 €. Et je vais finir avec la belle photo que vous avez vue là de Carole Venutolo qui fête 20 ans de concert. Carole Venutolo au Memorial Act qui donc va nous régaler accompagnée de Marilyn Dahomey, de Coretta Moesa, de Fabrice Di Falco, de Jean-Michel Desdel au piano et puis bien d'autres encore, dont Didier Juste et Christian Garin. Voilà, 20 ans de scène pour elle, et bien c'est le 2 et 3 octobre prochain à 20h au Memorial Act. Et le Memorial Act qui vous convie aussi aux Journées du patrimoine puisqu'ils seront présents, nous l'avons dit tout à l'heure, et bien voilà, je le redis. Voilà, ben moi j'en ai fini. Martine, j'ajoute rapidement que Commune Canal et CIPN qui a présenté les autres 3 l'année à Fondalca, ce sera le 20 septembre, c'est-à-dire dimanche. Oui, c'est dimanche. À Duval, Broca derrière, à jeudi jour, à Lantou, en Canaries Contrée, hommage à accident avec le groupe Voukoum, 700 avec Djouka, 700 à Tau, la Ronde avec Christian Dahomey et de nombreux autres artistes, et c'est gratuit, et c'est à partir de 10h avec Voukoum, un guest star, et donc ce sera à Duval, à Petit Canal. Vous avez de quoi, je pense,
passez un bon week-end. Mais notre week-end est encore loin puisqu'on se retrouve demain. Bien sûr, comme tous les jours. On a à peine débordé aujourd'hui. Hein. À peine, c'est vrai qu'on est parti avec un peu de retard. On est parti avec retard, on a rattrapé notre retard, on a fait comme Boris Karen, on a rattrapé notre retard et on a pris le maillot jaune. Voilà. Et si vous me donnez 15 secondes, je dirais juste que dès la semaine prochaine, il y aura des places de cinéma à gagner au Rex d'Arbaud. Donc il y aura un jeu à chaque fois, un film et 2 places à la fin de l'émission à gagner. Pas de souci. Voilà. Prenez donc vos marques et mercredi prochain pour gagner des places. Merci à Yann et à toute l'équipe technique qui chaque jour réalise des exploits. Et fait des miracles. Même quand la caméra déconne. Mais ça marche quand même. Finalement, on a fini. Merci Céline, on se revoit demain. Oui, à demain. Voilà. Au Merci. revoir. À mercredi. À mercredi. Salut.